La formation tant annoncée des militaires maliens débute le 2 avril prochain. Pour ce faire, l'Union européenne a débloqué 12 millions d'euros pour l'installation de la mission de formation. Une convention a été signée à cet effet aujourd'hui entre les deux parties. Les députés de la Commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale sont sur le terrain. Ils étaient à Douança et à Kona pour apporter leur soutien aux populations et constater les dégâts causés par les terroristes. Pour eux, l'heure est au retour de l'administration et des déplacés. La vie reprend son cours tout doucement dans la région de Gao. Après quelques mois de suspension des cours, dû à la situation sécuritaire, les élèves ont repris le chemin des classes malgré le manque de matériel didactique. Avec nos envoyés spéciaux, nous ferons le point de la situation sur place. Mercredi 20 février, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du président de la République par intérim, le professeur Diankunda Traoré. Avec moi sur ce plateau, Nyanya Alou Traoré, bonsoir. Bonsoir, Béissi Soko. Avec vous donc le Conseil des ministres qui a adopté un projet de texte et entendu des communications. Tout à fait. Bonsoir à tous. Au chapitre des mesures législatives sur présentation du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant création d'un centre de traitement des données de l'état civil dans le cadre de la modernisation et de la consolidation du système d'état civil du pays et de la sécurisation des documents administratifs. Le gouvernement a entrepris à partir de 2009 une vaste opération de recensement des Maliens de l'intérieur et de l'extérieur dénommée recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC. L'objectif de ce recensement est la constitution d'une base de données d'état civil et l'attribution d'un identifiant unique à tous les Maliens résidant à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La pérennisation de l'opération et la gestion des données qu'elle engendre nécessite la mise en place d'un dispositif institutionnel approprié. L'adoption du présent projet de loi vise à prendre en charge cette préoccupation à travers la création du centre de traitement des données de l'état civil. Le centre de traitement des données de l'état civil est un service rattaché qui aura pour mission l'établissement et la mise à jour régulière d'une base de données des personnes physiques recensées. À ce titre, il sera chargé en rapport avec la Direction nationale de l'état civil et l'Institut national de la statistique de centraliser et de traiter les données collectées afin de constituer la base de données état civil et participer à sa mise à jour, d'affecter un numéro d'identification nationale à chaque personne physique recensée dans la base des données état civil. Il mettra à la disposition des utilisateurs les données à caractère personnel nécessaires aux besoins de leur application. Au chapitre des communications, au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a entendu une communication relative à la reprise de la coopération avec l'Union européenne et certains États de l'Union européenne à la suite des événements de mars 2012. La Commission européenne avait adopté des mesures de précaution visant à limiter les programmes de soutien à une aide directe en faveur de la population locale, à un appui à la transition vers la démocratie et à une aide humanitaire. L'adoption de la feuille de route par l'Assemblée nationale le 29 janvier 2013 a tracé la voie pour la reprise de l'aide au développement. Une enveloppe d'environ 250 millions d'euros pourrait être mobilisée à cet effet. Dans ce cadre, aura lieu à Bruxelles dans les prochains mois une conférence pour le développement du Mali. Organisée par l'Union européenne et la France en étroite coordination avec les autorités maliennes, cette conférence aura pour objectif de mobiliser la communauté internationale en faveur du développement du Mali. Il s'agira également, en liaison avec les autorités maliennes et les organisations régionales africaines, de veiller à la bonne coordination de la réponse de la communauté internationale.
Au titre du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le Conseil des ministres a attendu une communication relative à l'impression des cartes du numéro d'identification nationale dans le cadre de la modernisation et de la consolidation de l'état civil. Le gouvernement du Mali a mis en place un système d'immatriculation unique, fiable et pérenne des personnes physiques et morales. Ce système permet la constitution du répertoire national des personnes physiques avec attribution d'un numéro d'identification nationale à chaque personne recensée. Les opérations de collecte et de correction ont concerné 13 688 292 Maliens. En vue de permettre l'organisation des élections sur la base de données biométriques, avec la possibilité d'insérer les photos et le numéro d'identification nationale sur les cartes d'électeurs, les listes électorales et les listes d'émargement, le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire procédera à l'impression des cartes électorales et à la distribution aux titulaires. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait retenir pour ce conseil d'aujourd'hui des Sissoko. Merci Nyanya Alou Traoré. On vous retrouve samedi dans le journal de 20h. Tout à fait, à samedi. Ce message de condoléances du président Dioncouna Traoré, président de la République par intérim, au président français François Hollande suite au décès du sergent-chef Harold Formezel. Message ainsi libellé. Monsieur le Président, c'est avec une profonde affliction que le peuple malien tout entier et moi-même avons appris la nouvelle de la mort sur le champ d'honneur du légionnaire de 2e régiment étranger de parachutistes, le sergent-chef Harold Formezel. Dans cette épreuve particulièrement douloureuse pour les camarades du disparu, pour la France, pour l'AMISMA et pour l'ensemble des troupes africaines et alliées engagées au Mali dans la guerre contre le terrorisme international, je voudrais, au nom du peuple malien, du gouvernement et des institutions de la République, ainsi qu'en mon nom propre, vous exprimer toute notre solidarité et notre compassion. Nous poursuivons avec la visite au Mali du ministre conseiller chargé d'affaires à l'ambassade d'Angola à Abidjan. Il a été reçu ce matin en audience à Koulouba par le secrétaire général de la présidence au nom du président Dioncouna Traoré. Salambi Makiadi Neves est porteur d'un message du président José Eduardo dos Santos à son homologue malien. Dans ce message, le président angolais dit être aux côtés du Mali dans la recherche de solutions à la crise du Nord. Écoutons le ministre angolais à sa sortie d'audience au micro de Bourama Traoré. L'objet de notre visite au Mali, c'est le président de la République de l'Angola, son Excellence M. José Eduardo dos Santos, qui m'a chargé de venir remettre un message à son homologue malien, le président Dioncouna Traoré. Ce message, c'est un message qui témoigne le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Nous savons très bien que le Mali est confronté dans une crise extrêmement grave, mais la République de l'Angola est aux côtés du Mali. Le Premier ministre poursuit sa visite de travail à Paris. Hier, Django Sissoko a reçu le ministre français de la Défense pour faire le point de l'opération Serval au Mali. Le chef du gouvernement a rencontré également le ministre français des Affaires étrangères. Les deux personnalités ont surtout parlé de la coopération entre le Mali et la France. Le point avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Alou Touré. Paris, seconde et dernière étape de la visite de travail du Premier ministre en Belgique et en France. Django Sissoko rencontre au Quai d'Orsay le ministre français des Affaires étrangères. Au menu de leur entrevue, la situation sécuritaire, le dialogue politique et le développement du Mali. 3 défis que Bamako entend relever, mais le processus demande le soutien de la France et de tous les amis du Mali. Sur la question militaire et sécuritaire, il faut bien avoir à l'esprit que il y a encore des opérations dures
Et puis il y a l'aspect du développement, très important lui aussi, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'assurer la sécurité, c'est essentiel, il ne s'agit pas simplement de développer la démocratie et le dialogue, il faut aussi que le développement du Mali, et d'ailleurs des pays voisins, puisse être assuré, ce qui demande des moyens importants. Les grandes opérations militaires, les opérations militaires d'envergure arrivent un peu à leur terme. Reste la sécurisation et la stabilisation des zones libérées. Nous avons la même approche, la France et le Mali, sur les actions à mener dans ce domaine. Pour ce qui est des élections, et la France nous a toujours appuyés dans nos différents processus électoraux. Cette fois-ci, je pense qu'aux côtés d'autres partenaires du Mali, la France interviendra. Entre-temps, évidemment, le dialogue entre l'ensemble des communautés maliennes aura lieu. Et la commission qui doit s'occuper du dialogue, qui s'appelle Commission nationale du dialogue et de réconciliation, sera mise en place avant la fin de ce mois de février. Le ministre français de la Défense est également reçu par le Premier ministre. Jean-Yves Le Drian est venu réitérer au chef du gouvernement l'engagement de son pays à aider le Mali jusqu'au bout, c'est-à-dire recouvrer l'intégralité du territoire encore sous menace terroriste. Il indique que les opérations militaires sur le terrain avancent normalement et la France restera jusqu'à l'atteinte de l'objectif final. J'ai redit au Premier ministre notre volonté, conformément aux engagements du président Hollande, de permettre au Mali de retrouver son intégrité et sa souveraineté. Cette opération est en cours, elle n'est pas achevée et nous la poursuivrons jusqu'à son terme. Maliens et Français se sont félicités du début de la mission de formation de l'armée malienne. Les deux parties travaillent aujourd'hui à la stabilisation des régions libérées pour faciliter le retour rapide de l'administration. Retour sur le séjour à Bruxelles du Premier ministre. Django Sissoko y a rencontré les ressortissants maliens vivant sur place. Une occasion pour les Maliens de Belgique de faire part de leurs préoccupations en ce qui concerne l'évolution de la situation sécuritaire au Mali. Ils ont remercié la France et les pays amis présents sur le territoire malien pour nous aider à récupérer toutes nos régions et à y maintenir la stabilité. Ils se disent prêts à tout mettre en œuvre pour jouer leur partition quant à la consolidation des acquis. Une position appréciée par le Premier ministre, nous informent nos envoyés spéciaux. Voilà la communauté malienne vivant à Bruxelles qui a donc rencontré le Premier ministre pendant son séjour dans la capitale. C'est le 2 avril prochain que débute la formation de l'armée malienne. Une convention a été signée dans ce sens cet après-midi entre le chef d'état-major général des armées et le commandant de la mission européenne de formation, l'Union européenne qui vient de mettre à la disposition de la mission 12 millions d'euros pour son installation. La signature de la convention a été suivie d'une conférence de presse. Reportage de Amadou Sankaré. 3 jours après le lancement de la mission de formation de l'Union européenne à Bruxelles, visant à apporter un soutien aux forces armées et de sécurité du Mali, le chef d'état-major général des armées et le commandant de la mission européenne de formation de l'armée malienne signent une convention relative à la question. Cette opération vise à contribuer à l'amélioration des capacités militaires des forces armées du Mali. Déjà sur le terrain, une équipe d'experts militaires de l'Union pour évaluer les besoins de l'armée malienne. La formation, qui va démarrer à Koulikoro le 2 avril prochain, va concerner 4 bataillons, comprenant chacun 650 à 700 hommes. Pour la formation, on a parlé des recrues parce que bientôt il y a 3000 jeunes qui vont rentrer. Il faut que ces 3000 jeunes aussi, qu'une partie bénéficie des avantages de la formation de l'Union européenne. Mais ça ne veut pas dire que les autres qui sont là-bas, qui sont plus de 8000 sur le terrain, qui ne seront pas formés. La formation s'adresse à l'ensemble
même si c'est 4 bataillons, il faudra dire après leur départ, ils vont nous laisser la documentation nécessaire et un corps de formateurs qui va s'atteler à la formation des autres. Pour l'installation de l'équipe de formateurs, l'Union européenne va débloquer plus de 12 millions d'euros. Nous avons également signé un certain nombre de contrats qui permettent de faire les travaux d'infrastructure et d'engager les travaux d'infrastructure sur budget de l'Union européenne qui permettront d'agrandir le camp de Koulikoro de façon à y accueillir les instructeurs européens qui devraient être en place à pied d'œuvre dès la mi-mars, de façon à pouvoir entamer la formation des premières unités maliennes au début du mois d'avril, comme nous l'avons initialement imaginé. Et j'observe que si, Inch'Allah, nous arrivons au bout de ce que nous avons prévu, nous commencerons effectivement la formation le 2 avril pour une mission qui a été établie et dont j'ai été désigné comme chef le 17 janvier. Il est également attendu la contribution de chaque État membre de l'Union pour la réussite de l'opération. Et les contributions en faveur de l'armée se poursuivent. L'ADEMA vient de faire un don destiné à soutenir l'effort de guerre. De leur côté, l'amicale des travailleurs maliens de la BCAO à Dakar et l'association malienne des exploitants du sable ont également tenu à apporter leur contribution. Au total, plus de 25 millions de francs CFA ont été remis au ministre chargé des Finances, Rachel Tessougué. L'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, vient de remettre 20 070 000 francs CFA au ministre de l'économie, des finances et du budget pour soutenir l'effort de guerre. L'amicale des travailleurs maliens de la BCAO à Dakar a également donné 4 500 000 francs CFA. L'association des exploitants de sable n'est pas restée en marge car elle a fait un don d'1 million de francs CFA. Tous ces dons sont destinés à l'armée pour la reconquête de nos régions occupées. Nous sommes une organisation, l'ADEMA. À notre tour, donc, nous avons fait appel à nos différentes structures pour répondre à cet appel, pour dire toute la fierté que nous avons aujourd'hui d'apporter notre modeste contribution. Et je pense que, en plus de tout ce que les autres peuvent faire, ce qui est le plus beau, ce qui est le plus, en tout cas, significatif, c'est la part que les Maliens même peuvent prendre dans la résolution de ce drame que nous vivons depuis des mois. Le ministre de l'économie, des finances et du budget a salué le geste des donateurs, geste de solidarité et de citoyenneté. Très heureux de recevoir les contributions. Tous les fonds ont une seule destination, c'est l'unique compte qui a été ouvert. Le ministre de l'économie, des finances et du budget encourage tous les Maliens à suivre l'exemple de ces donateurs, car nous devons être aux côtés de notre armée pour que la paix revienne au Mali. Et le ministre de l'économie, des finances et du budget informe le public que la situation du compte bancaire ouvert à la BDM SA intitulé Appui aux forces armées présente à la date du 15 février 2013 un solde d'1 459 108 357 francs CFA. Le ministre de l'économie, des finances et du budget renouvelle sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs et les informe que la liste complète des donateurs figure sur le site web du ministère de l'économie, des finances et du budget. Le Mali célèbre demain, 21 février, la journée internationale de la langue maternelle, une journée décrétée par l'UNESCO en 1999. Mais avant cette journée, rappelons que les pères de l'indépendance s'étaient battus pour qu'on accorde une place de choix à nos langues maternelles. Aujourd'hui, la langue maternelle est devenue ainsi un instrument de communication dans tous les domaines. Le thème de cette édition 2013 est multilinguisme et culture de la paix. Pour plus de détails, écoutons le message du ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales. Les propos de Moussa Bokardiara sont recueillis par Fatoumata Kone. La quasi-totalité de nos langues nationales sont instrumentées, dotées d'un alphabet, de règles de transcription, de grammaire référentielle. Elles sont utilisées dans divers domaines de la vie. Au regard du chemin parcouru et des résultats obtenus, l'on est en droit de saluer les efforts importants déployés pour la promotion des langues maternelles. Cependant, vu les attentes fortes de nos populations à la base et des collectivités territoriales, et compte tenu de l'état d'avancement des travaux de recherche dans ce domaine, force est de reconnaître
qu'il reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi la création récente d'un département en charge de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, de l'Académie malienne des langues en Malan et l'adoption en cours du document de politique linguistique du Mali témoignent de façon éloquente la volonté des plus hautes autorités du pays de relever les défis de l'utilisation de la langue maternelle comme médium d'enseignement à l'école et langue de travail des communautés à la base et des collectivités territoriales. Le Mali a opté pour l'utilisation du multilinguisme fonctionnel convivial. Cela est d'autant plus important qu'il permettra de renforcer la cohabitation pacifique entre les différentes communautés à la base et de consolider la cohésion sociale et l'unité nationale. Le Parti citoyen pour le renouveau PCR vient d'organiser une conférence de presse à son siège ici à Bamako. Au centre des débats, la situation sécuritaire du Mali et la mission conduite par le président du parti à Barcelone, entre autres. Agali Agissa. La situation politico-sécuritaire qu'a récemment connue notre pays ne pouvait laisser indifférents les leaders politiques maliens, quel que soit leur bord. C'est dans ce but que le Parti citoyen pour le renouveau PCR a organisé cette conférence de presse. La situation sécuritaire du pays, les élections à venir, les actions engagées par le parti pour obtenir des appuis divers sont les sujets débattus avec les journalistes. Les leaders réfutent les rumeurs qui font état d'exactions commises par l'armée malienne dans sa reconquête des régions occupées par des terroristes. Une guerre n'est jamais une bonne chose, mais parfois les guerres sont obligatoires. Et aujourd'hui aussi, les effets collatéraux dans toutes les guerres existent. Ça, c'est une réalité. Mais je pense aussi qu'il faut toujours faire aussi le distinguo entre le rôle de l'armée dans une guerre et peut-être il arrive parfois que des populations civiles aussi fassent des exactions ou bien se trompent. Mais quel qu'il soit, toute exaction commise, quoi qu'il en soit, doit être aujourd'hui regardée de plus près par la justice de notre pays à travers des enquêtes. Au nom de son parti, M. Traoré avait effectué une mission à Barcelone, en Espagne. Il s'agissait pour le président du PCR de convaincre les autorités de ce pays à appuyer le Mali à faire face aux effets néfastes de la crise actuelle. Situation sécuritaire au Mali, les députés de la Commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale rendent visite aux populations de la région de Mopti pour leur apporter leur soutien. Ils étaient à Douantza et à Kona. La mission s'est entretenue avec les populations avant de constater les dégâts causés par les terroristes. Aujourd'hui, il est question du retour de l'administration et des populations déplacées. Mohamed Diarra et Abdul Salam Bambara sont nos envoyés spéciaux. Les frappes aériennes des troupes françaises ont été si puissantes et précises que les djihadistes n'ont eu d'autre solution que de prendre de la poudre d'escampette. Ils ont abandonné des engins dont beaucoup ont été récupérés par les forces armées. Bon nombre ont aussi été détruits. Le constat est fait par des députés dans les localités de Douantza et Kona. Les élus de la nation sont venus encourager les populations qui ont enduré les souffrances pendant des mois. C'est pourquoi nous nous sommes rendus aujourd'hui après le travail remarquable de nos forces de sécurité en compagnie des forces étrangères, surtout en ce qui concerne Kona et Douantza, de l'apport inestimable de l'armée française pour bouter hors de nos frontières ce que nous appellerons des apatrides. Et c'est dans ce cadre que cette mission est faite. Elle est faite également pour encourager les populations à rester vigilantes et aussi à leur dire d'être tolérantes, d'éviter des amalgames. Nous demandons qu'il n'y ait pas de sévices, qu'il n'y ait pas d'exaction. S'il y a action, que ce soit l'action judiciaire. Après la libération de Douantza, l'on prépare le retour difficile de l'administration. Les djihadistes ayant détruit les bâtiments administratifs. Nous n'avons pas de bureau, nous n'avons pas de logement. Mais c'est une obligation pour nous aujourd'hui de revenir pour rassurer la population. Aujourd'hui, Douantza est plongé dans le noir. Pas d'électricité, pas d'eau. Et pire encore, le cercle n'est pas à l'abri d'une insécurité alimentaire. Depuis même la libération du cercle,
Il n'y a que la commune urbaine qui a reçu 20 tonnes de riz de la part du gouvernement, 27 tonnes 800 de mil de la part du PDRM MELM, mission évangélique luthérienne au Mali, et la commune de Ombori qui a reçu 10 tonnes de riz. Il y a aussi la Croix-Rouge qui, depuis l'occupation, se débrouille quand même à amener des vivres. Les députés ont prêté une oreille attentive aux préoccupations des populations. Le plus urgent aujourd'hui est de recoudre le tissu social. Après quelques mois de suspension pour des raisons de sécurité dans la zone, les cours ont repris dans la cité des Askia. Notre équipe de reportage a sillonné la ville pour constater l'effectivité de la reprise. Le problème, c'est qu'il y a un manque important de matériel didactique, suivant nos envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diarra et Massa Doubia. Les élèves reprennent le chemin de l'école après 2 semaines de fermeture. C'est lundi matin, près de 31 000 élèves des écoles primaires et secondaires de Gao ont regagné les classes. De l'école L'équipe Tabo du château au lycée Yanamaïda, où nous nous sommes rendus, la reprise des classes est effective. Le transfert du lycée et ses élèves ne cachent pas leur joie. Un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, parce qu'en fait notre combat c'était vraiment les études, l'avenir de ces enfants-là. Si aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par la libération de ces régions, les enfants reprennent les classes, c'est vraiment un bonheur pour nous. Et je crois pour la population et pour l'ensemble des parents d'élèves. Ces islamistes-là disent qu'ils sont des islamistes, mais pour nous quand même, ce ne sont pas des islamistes. Ce sont des terroristes qui sont venus. Ils nous ont fait subir toutes sortes de tortures ici. Les écoles avaient été fermées afin de sécuriser les enfants pendant les prêtres aériennes françaises. Sur la position d'Oumbiao, les autorités scolaires ont pris cette décision pour mettre les élèves à l'abri des balles perdues. Pour plus de sécurité, on a décidé d'arrêter les cours pour un certain temps. Et le jour où on a remarqué que vraiment on était en sécurité, parce que les troupes étaient là, en train de nous sécuriser, on a fait une réunion et on a repris. Au niveau du Fanama, tout le monde a repris le chemin de l'école. Et par les rapports qui me sont parvenus, en tout cas à Gao, toutes les écoles qui étaient fonctionnelles ont repris le chemin de l'école. Le centre d'animation pédagogique du Gao est confronté à d'énormes problèmes, entre autres le manque de matériel didactique. Au niveau des écoles, la première difficulté, c'est l'utilisation de la craie. Sans craie, il n'y a pas d'école. On a besoin de matériel. On n'a rien, tout a été saccagé. Le CAP, même les bureaux du CAP ne peuvent pas être fonctionnels. La preuve, on est là, au lycée, où on peut avoir un banc par-ci, une chaise par-là, un bureau par-là. Sinon, les 4 murs sont là, mais quelquefois même les battants des fenêtres sont partis. On attend que l'État mette vraiment les moyens au niveau du CAP pour qu'on puisse déménager. La gendarmerie de Ségou vient de mettre la main sur un terroriste qui a longtemps servi comme interprète et propagandiste au sein du Mujiao à Gao. Adama Kamisoko, c'est son nom. Il est natif de Bamako et il était très proche des chefs terroristes qui ont semé la terreur à Gao. Condé Silla pour le film de l'arrestation. Il s'appelle Adama Kamisoko, 47 ans, natif de Bamako. Jusqu'à son arrestation, le 15 février dernier, il a servi durant près d'une année comme propagandiste au sein du Mujiao. minga moto be boshi la wala ni ga mobili de boshi la wala unana joy ka soda la boutique da la magasin da la kafa be chine kan wele ma ne be demedo o ne ka tabulo folo folo e o flana onana ke sensibilisation de kan e warko sira la ukme mo do sara wa mo u be do sara wata mais labana mo mi me wa mo sara o kunteble. Mais comment ce guérisseur traditionnel en est-il arrivé là? Bon, comme il y a tant de là, Adam n'a pas ko perdu fait, mais là-bas, comme tu as l'égné fait, mais tu as sur une sensibilisation tu vois à quel comme islamien de manake ou etuni. Même si Adama n'a pas directement participé, il confirme des amputations survenues. Bolo tigere madel ka Kenya mais munu tigera ni bolo kalama et avec ces mo
wolonwula ɲɔgɔn ma parce que mɔgɔ 8 parce que dɔw bɛ mɔgɔ 5 sen n'u bolo tigɛra ka kelen bolo tigɛ ka sen numansen tigɛ o kɛra mɔgɔ 5 ye mɔgɔ minnu bolo tigɛra o bɛ se mɔgɔ sigiyɔrɔma 3 ɲɔgɔnna ma donc an b'a ye o bɛ mɔgɔ 8 ɲɔgɔn. C'est donc grâce à la vigilance des forces armées et de sécurité que Adama Kamisoko a été arrêté en voulant regagner Bamako. L'arrestation de M. Adama Kamisoko a été possible grâce à la collaboration de la population. Et depuis le 17 janvier, la hiérarchie nous a demandé de redoubler de vigilance et de fouiller tous les véhicules venant du nord pour éventuellement repérer des bandits. C'est ainsi que le vendredi 15, un de nos informateurs nous a alertés pour dire qu'il y a un individu suspect à la gare de Yaya. Immédiatement, on a envoyé des agents qui l'ont conduit au bureau. En attendant, Adama Kamisoko est aux mains des forces armées de sécurité pour des investigations qui s'annoncent très utiles. En deuxième région, 3 personnes tuées et les locaux de la gendarmerie de Narena saccagés. C'est le triste bilan d'un vol de moto qui a provoqué la colère des populations. Les gendarmes de la deuxième région qui se sont mobilisés ont réussi à circonscrire les dégâts. À ce jour, 119 interpellations ont eu lieu, parmi lesquelles 94 concernent des femmes. De Narena, Ousmane Koïta nous donne les détails de l'affaire. Plus qu'un fait divers, 3 morts pour un vol de moto. L'histoire s'est produite dans le village de Sokrani à 10 km de la brigade de Narena le lundi 18 février 2013. En effet, le jeune Sidou Traoré, âgé de 18 ans et soutien de famille, a été attaqué sur la route des 40 par 3 malfrats. Ceux-ci lui ont asséné 3 coups de couteau mortels avant de lui enlever sa moto. Les 2 malfrats ayant reconnu leur forfait à l'enquête, la moto volée a été remise aux parents de la victime par la gendarmerie. Quelques minutes avant que les 2 hommes ne soient conduits devant le juge de Kangaba, en ce lundi 18 février 2013, la brigade a été attaquée par des centaines de femmes et d'hommes en furie. La source est criminelle, parce qu'à partir de Sokourani, un jeune motocycliste a été agressé par des bandits, poignardé et sa moto a été enlevée. Bon, avec l'aide de la population et le concours de la brigade de Sibi, nous avons pu mettre la main sur 2 des malfrats. Subitement, nous avons vu des femmes, des hommes armés de toutes sortes d'armes, quoi. Ils ont envahi la brigade, ils ont saccagé. Malgré l'opposition de la force présente pour dissuader, c'est des centaines de personnes que nous avons eu à faire. Ils ont pu avoir accès à la cellule qu'ils ont défoncée, l'aide de gourdins, de haches, de bâtons, de cailloux. Ils ont massacré les 2 gardiens à vue. Devant cette situation, les autorités municipales et le conseil du village de Narena ont volé au secours des gendarmes. Mais leurs tentatives de calmer la foule sont restées vaines. Quand nous avons reçu l'appel à l'aide des gendarmes, il y avait plus de 200 personnes en furie. Nous n'avons pas réussi à les calmer. Ils étaient armés de bâtons et de cailloux. Moi, en tant que chef de village, ils m'ont traîné à terre à 2 reprises. C'est regrettable. Et avant même de quitter la légion de gendarmerie à Koulikoro, j'ai ordonné à ce que les unités limitrophes de Narena, c'est-à-dire Sibi et Kangaba, dépêchent le maximum d'éléments pour venir renforcer les hommes ici à Narena pour faire partir la foule en attendant les opérations d'enquête proprement dites. Les investigations et interrogatoires ont déjà commencé sous la direction du commandant de Légion en vue d'identifier les meneurs et les traduire en justice. Nous restons dans la même région pour parler d'un autre sujet, le lancement du projet de renforcement de la gouvernance des ressources naturelles dans les cercles de Nara et de Banamba. C'était ce matin à Koulikoro. Ce nouveau projet devra contribuer à améliorer la gestion décentralisée des ressources agro-silvio-pastorales des cercles concernés pour plus de 50 millions de francs CFA. Reportage de Seydou Traoré. Ce projet test concerne 5 communes du cercle de Nara et 7 de Banamba.
Il s'agit, d'ici fin avril 2013, d'améliorer les conditions de vie de plus de 100 000 femmes, 53 000 jeunes et 36 organisations locales agro-silvo-pastorales vulnérables des 11 communes concernées. Cette action combinée de l'ONG Association de formation et d'appui au développement AFAD et la coopération suédoise à travers Diakonia est une manière de consolider les acquis du projet d'appui à la productivité de l'élevage PAP à Nara. D'une durée de 6 mois test, elle devra s'étendre dans la durabilité si et seulement si nous tous, acteurs que nous sommes, nous nous donnons la main pour réussir sa mise en œuvre. Le projet qui rentre dans ce cadre-là est financé par la coopération suédoise ASDI et mis en œuvre par un consortium d'ONG internationales au Mali, dont Helvetas, Swiss Intercoopération, SNV, AN et Diakonia. Pour un coût de 50 millions de francs CFA, le projet de renforcement de la gouvernance des ressources naturelles dans les 5 du Nara et Banamba entend au cours des 6 mois renforcer davantage les compétences des agro-éleveurs en vue de rendre plus opérationnelles les infrastructures existantes. Il permettra également d'amorcer un processus d'autonomisation des groupes cibles, d'où cet appel des autorités régionales. J'exhorte donc les différents acteurs locaux impliqués que vous êtes dans la mise en œuvre de ce projet à s'approprier la démarche et les stratégies dégagées à travers les termes de référence de l'ONG AFAD et à évoluer dans une synergie de concertation et d'action salvatrice en faveur de nos populations et structures cibles. La présentation du film sur les acquis de l'ONG AFAD à Nara, l'exposé sur les objectifs et les démarches de ce projet ont permis à l'assistance de comprendre les attentes de l'ONG AFAD et son partenaire suédois. Le département des mines a élaboré une nouvelle vision qui s'articule autour de principaux axes. Le ministre des Mines, Dr Amadou Babassi, a partagé cette vision tout au long de la visite qu'il a effectuée dans les mines de la région de Caille. Il s'agit de donner la possibilité aux Maliens d'acheter de l'or produit au pays et à l'État de se constituer un stock. Siaka Konaté nous en dit plus. La mine d'or de Tabakoto est exploitée depuis octobre 2012 par la compagnie canadienne Endeavour qui a acheté les avoirs d'avion Gold Corporation. Les nouvelles acquéreurs envisagent d'augmenter cette année la production aurifère et mise sur 150 000 onces. Non loin de là se trouvent les mines de Lulo et Gungoto, toutes deux exploitées par la compagnie sud-africaine Randgold. En 8 ans d'existence, la Somilo a contribué à hauteur de 450 milliards de francs CFA à l'économie nationale. Mais les mines de Lulo et Gungoto, tout comme celles de Tabakoto, font face à un problème, leur paillage illégal. Pour y trouver une solution, le gouvernement a mis en place une commission interministérielle. Il y a plusieurs départements ministériels qui sont en train de travailler là-dessus pour trouver vraiment une solution qui puisse satisfaire l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les sociétés minières, l'État lui-même et puis ceux qui font de l'orpaillage. Le ministre des Mines a présenté aux sociétés minières la nouvelle vision de son département qui met l'accent sur le développement communautaire. On ne veut plus ce genre de développement à l'emporte-pièce, non organisé. Nous avons travaillé au niveau du département sur ce qu'on a appelé un kit de développement communautaire qui comprend la possibilité d'avoir accès à l'eau potable pour les populations riveraines, la possibilité d'accéder à l'école, aux soins de santé primaires. Le département des mines veut qu'une partie de la production aurifère soit vendue aux Maliens et que l'État se constitue un stock d'or pour lever des fonds. J'ai écrit à toutes les compagnies minières que désormais une partie de leur production va être livrée un peu sur le marché national du Mali. Le Mali a 20% du capital social dans chaque compagnie minière, dans chaque société minière. Il faut que l'État lui-même parvienne à se constituer un stock d'or pour que notre État, à travers ce stock d'or, puisse lever des fonds. La protection de l'environnement, la sous-traitance constituent les autres principaux axes de cette vision qui a l'adhésion des communautés car prenant en compte leurs préoccupations.
L'inauguration de la nouvelle mosquée de vendredi de la ville de Yélimané et le lancement des travaux de construction de la maison de l'amitié de Montreuil-Yélimané sont les deux principaux événements qui se sont déroulés la semaine dernière à Yélimané. La mosquée du vendredi d'environ 800 places a coûté plus de 43 millions de francs CFA et la réhabilitation de la maison de l'amitié Montreuil-Yélimané plus de 93 millions de francs CFA. La correspondance de Noumou Kontaga. La nouvelle maison de l'amitié Montreuil-Yélimané sera bâtie sur une superficie de 3600 m² et coûtera plus de 90 millions de francs CFA, financée par la région Île-de-France pour 67% et 33% pour la mairie de Montreuil en France. La future maison, qui fera peau neuve dans 7 mois, comprendra un bloc de logement, 2 blocs administratifs, une salle de conférence, 2 parkings, un hangar et une cour entièrement aménagée. Ces travaux, faut-il le rappeler, constituent une composante du projet de valorisation des filières porteuses du développement économique dans le nord de la région de Caille, d'où la notion de chantier-école qui permettra d'offrir aux jeunes la formation et l'emploi dans la filière bâtiment. Aujourd'hui, nous avons un résultat, le résultat de l'excellente relation entre la ville de Montreuil et la ville de Yélimané. Nous savons que la coopération de Montreuil-Yélimané est une coopération exemplaire. Aujourd'hui, avec vraiment la pose de cette pierre, je vous avoue que l'espoir commence à renaître. Et je suis sûr qu'après cette réhabilitation, on aura un cadre de vie en tout cas mieux assaini et des conditions de travail bien améliorées. Signalons que le conseil régional de Caille est le maître d'ouvrage du projet. Voilà, cette édition se referme. Merci de votre aimable attention. Tout à l'heure, votre émission sur la ligne de front avec Abbas Fambouré Traoré qui reçoit ce soir comme invité le général Yamoussa Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. À revoir nos différentes éditions et toutes nos émissions sur notre site www.ortm.ml. Pour les informations demain, 10h-13h, Sira Batili. Pour les rendez-vous du soir, vous serez avec Aoui Touré. Bonne suite de programme sur l'ORTM. Bonsoir.